Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Il s'agit justement de votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes lundi et c'est le début de semaine. Nous irons jusqu'à vendredi entre 10h et 11h52. De toutes les façons, ici, cela restera la mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. Le triptyque est resté le même. Analyse, commentaires, mais également décryptage. Ce matin, nous ferons comme d'habitude un tour du côté des kiosques, question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. On reviendra sur ce plateau pour la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de l'opposer sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. Et si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous marquons un arrêt, probablement pas majeur, pour évoquer la situation des corps abandonnés dans nos hôpitaux et plus précisément au niveau de morgues. Corps abandonnés dans les morgues. Comment comprendre le phénomène au Cameroun et probablement dans certains autres pays du continent noir. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, santé vous privilégie. Et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Ils sont venus nous dire bonjour ce lundi matin. Je commence par une dame, galanterie oblige. Madame Queen Pati Bébé, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. J'espère que nous aurons un bon temps ici à analyser tout ce qui régresse, fait régresser notre pays et bien évidemment l'Afrique tout entière. Je dois souligner à l'endroit de nos téléspectateurs que vous arborez plusieurs casquettes. Vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivaine, vous êtes également une femme politique, vous soutenez les idéaux du PCRN. Exactement, je porte plusieurs casquettes depuis un bout de temps et là je suis sur le plateau pour représenter et porter la voix du PCRN, le parti de Cabral Libye qui se prépare à aller aux élections en 2025. Et comment se porte le parti? Le parti se porte bien, l'harmonisation qui a été engagée tire à sa fin et nous sommes en ce moment en train de préparer le congrès ordinaire de Kribi qui se tiendra en décembre 2023. Il sera électif? Oui, c'est un congrès ordinaire. Il y a des challengers? Il y a plein de challengers qui se prononcent et on espère qu'ils vont nous dérouler un programme qui nous permettra d'avoir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin de compétences pour pouvoir porter ce parti plus haut qu'il n'est aujourd'hui et démontrer aux Camerounais que nous sommes capables de prendre la tête de ce pays et de lui donner une autre envergure, un autre visage et de le remettre sur les rails et surtout de l'inscrire véritablement dans le concert des nations en tant qu'une puissance pour l'Afrique centrale minimalement et continentalement, pourquoi pas. Je dois dire, pour une jeune dame, lundi matin, vous avez du punch. Je vous remercie. J'ai mangé du couscous ce matin, j'ai bu une tasse de tisane dont je suis bio et ça me donne du punch. Merci beaucoup. Bonne dégustation avec un peu de retard. En face de vous, on accueille Ariel Mbem. Ariel Mbem, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. C'est un honneur de m'inviter sur votre plateau ce matin. Je dois préciser que vous êtes chercheur en matière d'élections en Afrique. Oui, plus précisément, je travaille sur les questions d'ingérence électorale. Qu'est-ce que vous mettez dans ingérence électorale? Ce que je mets dans ingérence électorale, c'est toute intervention, qu'elle soit négative ou positive, dans les processus électoraux, en Afrique subsaharienne. Mais je travaille plus précisément sur les pays du Golfe de Guinée, notamment le Nigeria, le Cameroun et la RDC. Et quel est le regard global que vous jetez sur la tenue des élections au Cameroun depuis pratiquement 30 ans? Depuis pratiquement 30 ans, le regard que je porte est celui d'un rituel qui s'est institutionnalisé, mais qui peine réellement à faire exprimer la souveraineté populaire. Et je le dis parce qu'on a l'impression que les élections ne participent pas vraiment à faire émerger une expression populaire dès la base. Et ça peut même se justifier par cet abstentionnisme
que nous observons élection après élection. Par cette absence d'inscription des Camerounais sur les électorales, si on prend seulement le chiffre de 7 millions d'inscrits, et après nous avons quelques 4 millions d'électeurs, au prorata de la population que nous avons, on a l'impression que le peuple ne s'exprime pas. Bon, peut-être là maintenant, on peut peut-être interpeller ce peuple qui ne s'exprime pas. Est-ce que nous pourrons poser sur cette table-là un problème de légitimité? Bien évidemment, le problème de légitimité se pose. Le président peut donc être légal. Il est légal. Mais au niveau de la légitimité, vous, en tant que chercheur, vous mettez les guillemets. On met les guillemets, on questionne cette légitimité. Oui. Et d'autant plus que cette légitimité ne s'exprime pas seulement par le vote. Mais on peut aussi exprimer cette légitimité par l'émergence des candidats autres que ceux qu'on trouve dans l'élite. Dans les sciences, pourtant pas jamais de la plutocratie, c'est-à-dire, si on veut éviter les termes c'est de l'aristocratie. Mais on a l'impression que tous, que ce soit les maires, les députés, les sénateurs, les candidats aux élections présidentielles, c'est une élite. C'est la haute classe. C'est la haute classe. D'accord. Donc même à ce niveau-là également. C'est vrai que Cabral, en 2018, n'était pas encore de la haute classe. Hein. Oui, bien évidemment. Bon, ce sont des exceptions. Oui, ce sont des exceptions. Oui, ce sont des exceptions qu'on peut marquer. Même si ce n'était pas une élite, mais peut-être une élite intellectuelle quand même. Ce n'est pas une élite financière, mais une élite intellectuelle. D'accord. Merci Ariel Mbem. Je vous souhaite plein succès dans le cadre de vos recherches en matière d'élections en Afrique. Et pour cela, il vous faudra de temps en temps beaucoup de courage et de témérité. Merci beaucoup, c'est parfait. À côté de vous, nous allons accueillir un autre jeune. Il est journaliste. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour Rodrigue. Bonjour, parfait. Ici, le sac de modérateur. Je me sens honoré d'être venu miner l'espace avec vous. Je voudrais dire bonjour, chaleureux bonjour à mes illustres copanélistes. Et à la suite de cela, je voudrais, parfait ici, si vous me le permettez, répondre néanmoins à une question que vous avez toujours posée ici, mais sans donner l'opportunité à tous les esprits brillants qui vous entourent de pouvoir apporter une réponse à cette question-là. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Voilà, je tenais simplement à dire que, rassurez-vous, parfait, ici, nous ne sommes jamais ailleurs, parce qu'on ne peut pas être ailleurs et vous envoyez autant de messages. Et il est difficile d'être ailleurs quand le grand frère Blériot Niemek et Bernardo Basson étalent leur intelligence ici. Comment être ailleurs quand vous prenez la revue de presse et là, nous nous plongeons dans le banc même de l'actualité. Je dois avouer que moi-même, avant de prendre l'antenne du côté de Galaxy FM, eh bien, je m'arrête d'abord à Espace Miné pour prendre la température de la République. C'est pour vous rassurer qu'en réalité, nous ne sommes jamais ailleurs. Mais je souhaite vivement que votre message concerne peut-être ceux qui ne connaissent pas encore le programme ou alors ceux qui ne s'intéressent pas aux médias ou ceux qui ne s'intéressent pas aux questions d'actualité. Je me sens honoré d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Rodrigue Adalbert Evina. Vous l'avez donc dit, vous travaillez du côté de Galaxy FM, vous êtes journaliste. Vous allez miner l'espace ce matin. En face de vous, nous allons accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, celui-là même qui restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. C'est le digne fils de Boumniebel, Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait à ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel d'exception. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Mais Pierre Blériot-Niemek, pour un lundi matin, vous êtes habillé comme un monsieur qui va à la mairie. Bon. Peut-être que vous me cachez quelque chose. Parfait, ici c'est de la taquinerie. à mon vieil âge. On ne part plus à la mairie? Non, on ne s'habille plus un lundi pour aller à la mairie. J'ai cru que tu as mis les habits de Noël. Bon, nous évitons simplement de frustrer les gens par le vêtement. C'est pour cela que nous pouvons quelquefois baisser. Il faut baisser parfois la garde.
Parce qu'ils vont se dire, est-ce un mannequin, est-ce un... Bon. Quelles sont ses sources de revenus? Oui, voilà. On peut mettre la connaque derrière vous. Parce que, bon, mais des fois aussi pour le bien de la télé, il faut le faire. Hein. C'est vrai que j'ai connu un cas, hein, Pierre Blériot. C'était le chauffeur d'un ancien grand-mère. Je ne vais pas aller dans les détails. On risque de savoir de qui il est question. Il constate un beau matin que son chauffeur s'habille de plus en plus bien. Il met des costumes de plus en plus chers. Les chaussures sont de plus en plus... ça fait peur. Ouais. Il voit ça une semaine, 2 semaines. Il se dit qu'il va laisser. Il voit qu'il change régulièrement. Le gars, il monte même en puissance. Vous savez ce qui est arrivé? L'ancien maire en question a fait interpeller son chauffeur. Oui, on l'a interpellé. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il reproche à ce chauffeur, il dit non. Il ne s'habillait pas souvent comme ça. Le fait qu'il s'habille comme ça, je le soupçonne. C'est comme s'il me fait des coups. C'est comme s'il me vole mon argent. Mais je crois qu'après des enquêtes, on a découvert que le chauffeur, évidemment, volait de l'argent de son patron. Après enquête, parce que Blériot connaît l'histoire, on a découvert effectivement que le chauffeur volait son argent. Mais de quelle manière? C'est-à-dire que c'est l'enfant de la personnalité en question et qui allait souvent piocher dans les gros sacs d'argent qui étaient cachés dans la chambre de son papa à hauteur de centaines de millions. Et comme c'était un grand jeune garçon, il voulait d'abord s'acheter une voiture, il ne savait pas comment s'y prendre. Il était donc obligé d'aller voir le chauffeur de son père, que j'ai un souci, j'ai envie de m'acheter un véhicule. Le chauffeur lui dit, tu vas acheter un véhicule? D'où te sort l'argent? Il dit, ouais, ce n'est pas ça le problème, mais je veux un véhicule. De combien à peu près? Entre 10 et 15 millions. Le chauffeur est encore plus séduit. Le chauffeur l'amène acheter un véhicule dans les 15 millions. Par la suite, le petit dit qu'il veut louer un appartement. Alors que dans la maison familiale, on sait que lui vivait dans un campus où il louait une chambre d'étudiant. Le petit, il fait louer un appartement. Le chauffeur fait louer un appartement au petit du côté du quartier Fouda. Pour ceux qui connaissent le quartier, ce n'est pas quand même n'importe quoi. Un appartement de 300 000 par mois. En attendant, le chauffeur lui dit, vraiment, d'où te sort cet argent? Parce que si tu conduis de cette manière, je vais aller dire à ton père. Et le garçon est obligé de lui dire, bon, de temps en temps, je vais souvent piquer dans la chambre de papa. Il dit, ah bon, si tu veux donc que je ne dise rien, il faut aussi me voir. Parce que l'œil qui a vu doit être rincé. Et c'est comme ça donc que le chauffeur prend aussi un peu d'argent et donne... le garçon donne un peu d'argent au chauffeur de son père. Et le chauffeur commence à être élégant. Et c'est ça qui attire l'attention de son patron. Maintenant, quand on a donné cette version des faits au commissariat, le patron était obligé de venir encore dire au commissaire de laisser tomber cette affaire. Parce que l'enfant avait appris dans les 300 millions dans la chambre de son père, sans que son père ne s'en rende compte. Oui, maintenant, la belle histoire que vous avez racontée, qui existe et qui peut faire tout un film, ne peut pas correspondre à celui qui est sur le plateau. Ah non, pas du tout. Bon, alors Pierre Blériot, nous sommes justement lundi et comme tous les matins, vous nous donnez la citation du jour. La citation du jour, la voici. La parole est chose délicate. Ne la confiez pas à une bouche arrogante. Cette dernière peut détruire toute une nation. Waouh! On peut reprendre? La parole est chose délicate. Ne la confiez pas à une bouche arrogante. Cette dernière, la bouche arrogante, peut détruire toute une nation. On peut expliquer un peu? La citation, même si c'est très facile à comprendre. Non, la citation m'a été inspirée de la dénonciation d'aujourd'hui. Vous verrez que lorsque la parole est portée par une bouche arrogante, au lieu de réparer, elle peut gâter. Oh là là. Donc, vous suivrez la dénonciation de ce jour que je porterai. Merci beaucoup. Lorsque nous avons dit cela, permettez-moi de prendre la première touche pause.
Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce lundi. C'est l'un des meilleurs en matière de la revue de la presse au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Tous les jours à partir de 6h45, il vous donne cette information sur Info TV. Il remet cela dans le cadre de la revue de la presse Acte 2 sur Espace Miné. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent à plusieurs actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan de la santé. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc à l'ENAM. On nous fait savoir que Joseph Lé prescrit la méritocratie. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a fait cette recommandation ce 23 juillet à Yaoundé aux 139 candidats de la 7e édition du concours spécial pour le recrutement de 40 élèves auditeurs de justice en common law pour la session 2023. Simultanément à Boya, Bamenda et Garoua, l'on a respectivement 2, 61 et 29 candidats. Le membre du gouvernement rassure par ailleurs qu'il n'y a aucun réseau sinon celui du travail. Effondrement d'un immeuble, on en parle avec le bi-hebdomadaire La Météo, 12 morts à Douala. C'est le bilan annoncé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, sur le drame qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023 au lieu dit Mobile Guinness entre les quartiers Ange Raphaël et Ndokbong. Le journal La Météo revient donc sur cette actualité ce matin avec le bilan qui a été annoncé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, reste dans cette actualité et parle d'un drame de trop. Effondrement d'immeubles, le drame de trop. On revient donc sur les personnes qui ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche à Douala, non loin du lieu dit Mobile Guinness. Un immeuble de 4 étages habité a cédé en emportant donc dans sa chute un autre bâtiment d'un étage. Et alors que les fouilles se poursuivaient hier sur le site, cette autre catastrophe remet au goût du jour la question du respect des normes dans le bâtiment et celle du permis de bâtir. Mutation parle également de cette même actualité. Et d'ailleurs, c'est la grande une de ce journal, le journal de Georges-Alain Boyomo, qui parle donc de l'immeuble de la mort. Douala, l'immeuble de la mort. 12 morts suite à l'effondrement d'un édifice de 4 niveaux au quartier Ange Raphaël. Le bilan nous est présenté en page 5 du journal Mutation. Et si on prenait cet autre journal et cette autre actualité, il s'agit donc bel et bien du journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui s'intéresse également à cette autre actualité ce matin pour parler politique actionnariale, l'État et ses marchés à scandale. On présente donc ces marchés à scandale ce matin en page 4 et puis en grande une, on peut donc lire cette autre affaire. Michel Thierry à Tangana, le combat continue. Après 17 ans d'emprisonnement arbitraire au Cameroun, l'ingénieur financier libéré par la grâce présidentielle poursuit sa quête pour la réhabilitation et l'indemnisation. La nouvelle de Jacques Blaise Nvier nous amène du côté de la Fédération camerounaise de football ce matin et le journal La Nouvelle parle donc de Fecafoot, la mafia anti-Eto en transe. On nous le fait savoir de la page 5 à la page 8 et puis on parle également de la vie chère au Cameroun. Marga Tangana toujours au front, il s'agit donc bel et bien du ministre du Commerce au Cameroun, Luc Magloire Marga Tangana, qui est toujours au front pour lutter efficacement contre la vie chère. Sans détour reste à la Fédération camerounaise de football et le journal Sans détour s'intéresse au silence turlupinant de Mouélé Kambi. Imbroglio à la Fecafoot, le silence turlupinant de Mouélé Kambi. Ça brûle à la Fédération camerounaise de football, mais le ministre de tutelle reste étonnamment de marbre au point de laisser libre cours aux appels au secours en direction de la FIFA et de la présidence de la République. Démission, prudence ou carence de poigne, le mutisme de Mouélé Kambi interroge. On en parle en page 9 du journal Sans détour. Zénith va donc du côté du palais présidentiel à Yaoundé. Le journal Le Zénith s'intéresse donc à ce maraboutage et cette sorcellerie qui règne dans le sérail. Ngongo échappe à un attentat. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, selon nos sources, serait dans la ligne de mire d'un trio composé d'une dame, membre du gouvernement, d'un député originaire de l'extrême nord et d'un directeur général d'une grande société basée dans le Septentrion, avec le soutien d'un marabout tchadien chargé d'avoir son scalp. On en parle en page 3 du journal Le Zénith, qui revient donc sur cette actualité concernant Ngongo qui échappe à un attentat. Attentat émission entre guillemets par le journal Le Zénith. Repère parle encore du poisson congelé avec Congelcam, 11 conteneurs de poissons pourris en divagation. C'est ce que nous dit le journal Repère. Plusieurs tonnes de produits halieutiques avariés sont écoulés sur le marché au mépris
pris des risques sur la santé des populations. Association de défense des droits de consommateurs et organisation de la société civile annoncent des poursuites judiciaires imminentes contre Congelé du Cameroun. L'actualité nous est servie en page 7. Et nous refermons cette revue de presse avec l'équation de Richard Bondol qui parle également de ce poisson congelé pourri. Risque d'intoxication alimentaire causé par Congelcam. 9 conteneurs de poissons pourris en divagation dans une alerte donnée par la RTC aux autorités compétentes sur l'enlèvement effectif de 11 conteneurs en catimini par Congelcam aux dates du 13, 14, 17, 27 et 30 juin 2023. Seuls 2 conteneurs ont été rattrapés par la délégation du ministère des Pêches et des Industries animales du littoral. Pourtant, ceux-ci ont été extraits par vague de 2. On en parle donc avec le journal L'Équation qui nous permet de refermer cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Indestructible, inamovible, infatigable, indétrônable et indétournable reste votre fidélité. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, le sac des modérateurs. Je le désire, hein. Je vous appelle TVB. Merci. D'accord. TVB, vous ne partez donc pas. Exact. Ce soir, le 19h et le 20h seront toujours présents. Bien sûr. Un fait saillant de l'actualité à développer. Le 19h et le 20h sur Info TV, on va mettre les feux des projecteurs sur les types de construction que nous avons au Cameroun parce que la question revient donc au goût du jour et Info TV s'intéresse donc aux constructions au Cameroun, les terrains qui sont mis à la disposition ainsi que la place du permis de bâtir. On parle donc de cette situation aujourd'hui au regard de ce qui prévaut en ce moment. On parle de ces effondrements qui sont enregistrés sur l'ensemble du triangle national. Info TV va donc faire un travail de sensibilisation, un travail de constat pour présenter aux téléspectateurs quelles sont les réalités quand on parle de construction des bâtisses au Cameroun. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous, à votre panel ainsi qu'à vos téléspectateurs qui sont des millions. Merci beaucoup. Et avant de prendre justement cette actualité qui a retenu notre attention tout à l'heure, on va adresser une salutation toute particulière au jeune commandant du bataillon d'intervention rapide du côté de Kribi, le jeune commandant du BIR à Kribi. Il est extrêmement dynamique, bien efficace. Il est très jeune, mais ne vous attardez pas surtout sur sa jeunesse. C'est un grand soldat, un grand militaire et qui sert le drapeau vert au jaune avec amour, fidélité, loyauté et discipline. Donc si vous êtes jeune commandant du BIR à Kribi, sentez-vous saluer. Lorsque nous avons dit cela, je vais d'abord passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina pour nous donner son avis sur cette actualité bien triste. C'est pas la première fois, Rodrigue, qu'on parle d'effondrement d'immeubles au niveau du Cameroun. Ces derniers immeubles viennent encore de s'effondrer du côté de la ville de Douala. Laissons sous le carreau pour l'heure 12 morts. Le journal du très grand frère La Météo revient sur cette actualité en grande une. Effondrement d'un immeuble, 12 morts à Douala. Rodrigue Adalbert Evina, je pense qu'il faut poser finalement la question de savoir est-ce que ces immeubles construits au Cameroun respectent la norme? Oui, parfait. Ici, permettez-moi de m'incliner déjà devant la mémoire des disparus. On parlait de quelques morts suite à l'effondrement de cet immeuble-là. Toute ma solidarité et ma compassion à l'endroit des familles durement éprouvées. À la suite de cela, je vais dire que, parfait, ici, la mort frappe notre société pour plusieurs raisons. Je voudrais même dire que il y a plusieurs types de morts dans notre pays. Il y a les morts de l'égoïsme, il y a les morts de l'égocentrisme, il y a les morts de la corruption. C'est quoi ce genre de mort? Quand je parle... Les morts de l'égoïsme, par exemple, ça veut dire quoi? Les morts de l'égoïsme. Certainement, il faut sauver la vie. Mais vous ne sauvez pas la vie de quelqu'un parce qu'il n'a pas d'argent. Ah, d'accord. C'est ce que j'appelle l'égoïsme. Il y a les morts de la négligence. Il y a des gens qui négligent leur propre vie. On vous dit à l'hôpital de ne plus fumer. Parce que vous avez déjà des poumons
brûler. Père Si vous Fauré, continuez de fumer, vous allez vous mourir. trouvez la mort. C'est parce que vous aurez négligé votre vie. Donc, je pense que ce sera un tort de conclure que c'est Dieu qui vous a rappelé à lui. Dieu fait quoi avec les gens là-bas? Donc, tout simplement. Alors, pour revenir à ce phénomène, je voudrais dire que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui souhaitent investir dans des projets sérieux doivent prendre la peine de s'entourer des personnes sérieuses. Des personnes sérieuses avec une expertise vraie. Des personnes sérieuses avec une certaine rectitude morale. Avec la volonté de bien faire les choses. Tout à fait. Le problème aussi de notre pays, c'est que nous amenons la discrimination partout. Quelqu'un a beaucoup d'argent. Au lieu de solliciter l'expertise d'un véritable ingénieur, il va dire que non, j'ai un petit frère au quartier qui a fait un peu d'études et qui peut faire ces Ou choses-là. bien un cousin Ou un cousin. au village. Voilà, vous le prenez, vous le mettez là, parce que vous dites que vous Quelqu'un l'avez qui vu n'a toucher. jamais bâti, même en WC, on lui donne la responsabilité de construire un immeuble de 12 niveaux. Vous dites qu'il vous a impressionné par sa façon de toucher la truelle. Est-ce que le fait de bien toucher la truelle lui octroie la capacité de bâtir Construire un immeuble. Quand vous faites donc tout comme ça, par les affinités, par la complaisance, quand vous faites tout ainsi, par la négligence, en fait, le refus de donner la chance à ceux qui ont vraiment appris, justement, de donner les preuves et de mettre leur expertise au profit de votre projet, on se retrouve dans ce type de conséquences. Je pense tout simplement que c'est regrettable. C'est d'autant plus regrettable que il y a aussi le phénomène de la corruption parce qu'il y a dans ce pays tout un service quand même chargé de contrôler cet aspect des choses. Tout à fait. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui touchent d'importants salaires dans ce pays pour un travail qu'ils ne font même pas, mais qu'ils sont censés faire à la base. C'est pour ça qu'on se retrouve avec tant de dégâts, avec tant de catastrophes. C'est tout simplement lamentable. Merci, c'est tout simplement lamentable selon Rodrigue Adalbert Evina. Madame Queen Bati Bébé, c'est un sujet bien sérieux pour ceux qui maîtrisent la ville de Yaoundé. Lorsque vous êtes au niveau du quartier Mvogada, lieu dit Carrefour Pakita, il y a un grand immeuble qui a été bâti à cet endroit. Je pense ça fait près de 30 ans que cet immeuble est en plein carrefour, à côté de la route, et on voit comment l'immeuble est presque incliné. Et depuis, on n'a rien fait pour trouver une solution. Cet immeuble qui constitue visiblement un risque sans être un ingénieur de quoi que ce soit. C'est le jour où cet immeuble va également s'effondrer, tuant plus de 100 personnes, qu'on aura les descentes de gouverneurs, de préfets, de ministres sur le terrain. Il faut poser cette question à M. Botangon, qui gère DG de la Nord. Exactement. Mais je voudrais commencer, avant de répondre, avant d'intervenir sur cette question qui fâche, je voudrais vous demander, si possible, à mon nom propre et au nom du PCRN, d'observer une minute de silence pour nos compatriotes qui ont perdu la vie à Douala dans cet effondrement, si c'est possible. En télévision, on a passé en de blackout, Juste une minute. D'accord, on peut continuer. Donc, je vais donc revenir en disant il faut poser cette question à M. Botangon. Parce qu'on a quand même la Nord au Cameroun. Et on sait que la Nord, c'est le régulateur de normes et qualité. Donc, monsieur, mon companéliste parlait, Rodrigue parlait tout à l'heure des gens qui touchent d'énormes sommes pour un travail qui n'est pas fait. Et c'est en réalité, dans ce genre d'organisme qu'on retrouve des organismes budgétivores, mais qui ne font rien. Pour revenir à l'immeuble qui est au niveau de Vogada, je suis passée là tout récemment et j'étais surprise que ça n'est pas achevé parce que je ne suis pas passée par ce carrefour depuis plus. On avait décidé d'un arrêt des travaux. Mais vous constatez qu'il y a des gens qui ont déjà ouvert des business là-bas au rez-de-chaussée. Et le moment venu, vous allez nous demander d'adopter une minute de silence pour les gens qui ont adopté et qui ont mis leur commerce sous cet immeuble. Moi, je ne vais pas adopter une minute de silence quand les gens qui ont mis leur commerce sous cet immeuble vont mourir. Donc, c'est dire, il faut également questionner la rationalité des Camerounais. Parce que lorsqu'on se jette dans la gueule du loup,
comme ces personnes qui savent qu'il y a quelque chose qui est dangereux, mais on y va, comme ces gens qui ont installé leur business. Il faut également questionner les mairies. Qu'est-ce qu'elles font? Comment régulent-elles les constructions? Comment régulent-elles l'occupation de nos terrains? Nous savons très bien que de ce côté-là, il y a ce qu'ils appellent le permis de bâtir. Exactement. Moi, je ne suis pas un expert, mais je présume que lorsqu'on vous octroie un permis de bâtir, c'est parce qu'on a eu un certain nombre de garanties qu'il n'y aura pas un problème, ainsi de suite, ainsi de suite. Effectivement, je voulais en venir. Pour avoir un permis de bâtir, il faut quand même qu'on ait un dossier technique du terrain, qu'on ait étudié le sol, qu'on ait étudié la possibilité de porter même le bâtiment. Tout à fait. Le nombre de niveaux. Est-ce que c'est fait? Pourquoi ce n'est pas fait? Nous savons que c'est à cause de la corruption endémique, mais il y a également la responsabilité des propriétaires de ces immeubles-là. Comme il a dit, quelqu'un qui refuse de prendre une expertise pour sortir de terre un objet de grande qualité, mais qui préfèrent frelater le projet. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens, lorsqu'on leur présente un projet de construction de 200 millions sur l'objet qu'ils veulent, avec le plan qu'ils veulent, ils commencent à discuter les prix. Et on se retrouve, sachant qu'au Cameroun, même la brique n'est pas quelque chose... Ne respecte plus la norme. Voilà. Personne ce sont pratiquement des galettes. Je vois, on tape les briques partout, chacun fait ses Vous voyez un parpaing, mais le parpaing, c'est voilà. vous pouvez le briser avec vos mains, comme une galette. On parle j'ai plus solide. Carrément. et donc, moi j'ai envie de me dire, mais comment en est-on arrivé là à chosifier la vie? Parce que c'est ce que je veux dire. On chosifie la vie au Cameroun. Non seulement parce que nous avons des lois et personne ne cherche à les appliquer. De deux, tout le monde essaye de gagner quelque chose, même au prix de la vie des autres. Nous avons quand même, en tant que société, en tant que population, notre propre responsabilité vis-à-vis de notre propre vie. Ça veut dire qu'on a quand même encore la possibilité de se dire, moi je n'irai pas habiter là-bas, même si je veux louer quelque part. Par exemple, moi, je suis allée à Kribi, comme je viens de Kribi. J'ai demandé au propriétaire de la maison que je devais louer, parce que moi, j'ai une maison à Houndé, je devais passer un an à Kribi. Je lui ai demandé de me montrer le plan. Je lui ai demandé de me montrer les études qui ont été faites sur le terrain. Et en était incapable. Et je n'ai pas pris cette location-là parce que je ne voulais pas mettre ma propre famille en danger. Il faut que les Camerounais arrivent à se dire, si le propriétaire de cette maison, si mon voisin, si l'État, si la mairie, qui est censée coordonner les permis de bâtir et tout autre, n'ont pas fait leur travail, moi je vais faire mon travail en mettant ma vie en sécurité. Merci bien. Vous vous appelez Queen Pati Bébé. Comme c'est long, vous permettez que je vous appelle bébé? Pati Bébé. Elle a peur de bébé. Vous voulez pas qu'ils disent bébé tout court? Parce que moi je voulais vous dire bébé, tu as fini? Je peux encore ajouter quelque chose en disant, nous avons au Cameroun la responsabilité de décider des choses qui doivent être acceptées, acceptables et non acceptables. Très bien. C'est d'ailleurs pour cela que nous appelons chaque Camerounais à prendre ses responsabilités d'ici quelques années, mais déjà maintenant, parce que jusqu'au 31 août, on va fermer les inscriptions sur les listes électorales. Nous devons nous inscrire pour choisir des élus qui pourraient respecter nos aspirations. Merci, Pati Bébé. Pierre Blériot-Niemek, effondrement d'immeubles au Cameroun, cela devient un véritable phénomène. À qui la faute? Non, n'allons pas d'abord dans tout le Cameroun, rentrons à Douala. Moi, en général, que les gens de Douala m'excusent. Quand je regarde souvent les immeubles de Douala, j'ai l'impression que pour la plupart, ils vont tomber. Non, le sol de Douala est fragile. Il est délicat. Et le sable aussi, me semble-t-il, pose problème. Un technicien m'a dit, un ingénieur, qu'à Douala, il faudrait davantage doser les matériaux, déjà. Ce que je dis là, quand vous entrez à Douala, au niveau des zones marécageuses, là, vous avez plein de bâtiments avec une couleur bizarre au niveau des parpaings. On n'a pas encore giclé. Vous avez l'impression que c'est des briquets, c'est des parlégés. C'est des trucs des biscuits, des trucs qui peuvent se casser à tout moment. Bon, à Douala, ils aiment compter sur la chance. Ah bon? C'est un peu comme les gens que vous étiez en train de décrire là en Vorada. Je suis de Vorada, je connais cet immeuble depuis très longtemps. La responsabilité de l'État est engagée directement. D'abord. Mais on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux.
Il fallait, avant même que ces commerces, il y avait quelques maisons là, on avait demandé au propriétaire d'arrêter les travaux et on lui avait imputé les frais de casse de l'immeuble. Il a abandonné et l'État a abandonné. Maintenant, on a des gens au Cameroun. Quand on va dire ça, ils vont dire que non, on fait... Qui aiment aller partout, dès qu'ils entendent qu'il y a un terrain quelque part, même si c'est sous les tombes, ils viennent mettre quelque chose, là, ils mettent... Non! Cette façon d'aimer le terrain là n'est pas bonne. Non, vous allez construire sous un truc qui va tomber à tout moment et on viendra nous dire pendant une émission, pas de minute de silence pour ce genre de personnes. Parce que ces gens sont dans l'encre du diable. Un immeuble de cette taille et de cette hauteur l'a penché. Vous, votre commerce, là, j'en vois qui viennent le matin avec femme et enfants. Je vous ai dit que je suis de là. Donc, on dira que c'est Dieu qui a repris ces morts-là. Voilà, donc Dieu fait quoi avec les morts? Donc voilà des gens qui vivent dangereusement. L'État doit protéger ce genre d'individus contre eux-mêmes. Il ne faut pas que les gouverneurs descendent le moment venu pour dire que... Mais c'est aussi comme si on rendait hommage à certains gourous de secte, comme si on attend que ça se fasse. Il y a beaucoup de situations. Sans être spécialiste, vous regardez juste un immeuble, vous savez que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Façon de parler. Ça tombera. Ça tombera. Là, au moins, c'est une évidence. Ça tombera. Et rien n'est fait. Vous avez des immeubles qui sont totalement fissurés de haut en bas. Et bon, les maires et autres, je ne sais même pas, tout le monde est là, on regarde. On compte sur la chance. Je ne veux pas parler d'autres habitations. Le MINAT est allé récemment visiter, je crois que c'était en Bankolo, je ne sais pas où, mais des habitations extrêmement dangereuses. On a encore donné des préavis. Vous avez vu ça dans... des endroits aussi dangereux. On a donné des préavis aux gens qui sont déjà... On a connu l'effondrement à Bafoussam. Bon, après, vous allez entendre, je suis un gouaché, je suis un gouché, il faut que les gens marchent en pleurant. Non, ça s'effondre là-bas, il n'y a pas de pleurs. Les gars de Facebook disent, on ne pleure pas. Si tu pleures, c'est très grave. La dame du PCRN dit que nous devons nous protéger nous-mêmes. Bien évidemment. Quand vous êtes dans une société bloquée comme la nôtre, c'est-à-dire qu'on vous a abandonné à vous-même, vous commencez à développer des mécanismes d'autodéfense. C'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que si vous voyez un voisin qui a commencé à construire une maison, vous lui avez posé la question, mon frère, ton truc là, il dit R+1. Après, vous voyez ça à R+3. Vous le dénoncez. On va te demander ton problème. Ah, moi c'est jaloux. Oui, vous êtes aimé et jaloux, aigri. Mais sauf que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas sûr que lui sera même là le jour où l'immeuble va tomber à côté de votre maison. Et ça devient nous moins cotisé. Voilà, parce que l'immeuble de Douala est tombé en tombant sur un autre bâtiment. Un autre bâtiment. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, tu as fait ta malchance là-bas. Et maintenant, moi qui étais... La minute de silence, c'est pour l'autre maison qui n'était pas concernée. Donc, parfois, ici, dénonçons ce genre de comportement. Le voisin, vous causiez, il dit, je vais venir habiter à côté de vous, je fais un R+1. Vous avez vu le voisin engagé. Et quelquefois, vous avez même jeté un œil, vous avez vu les fouilles. Sans être spécialiste, vous avez vu que non, ça, c'est des fouilles de R+1. Du jour au lendemain, peut-être qu'il a été nommé quelque part, l'argent est venu, il dit à l'ingénieur, soulève-moi encore le tour. Je crois que tu peux encore mettre 2 niveaux au-dessus. Or, la fondation avait été faite pour R+1. Très souvent, le technicien dit, patron, vraiment, on n'avait pas prévu ça comme ça. Et puis le propriétaire dit, mais tu ne penses pas que ça peut tenir, non? Ça peut tenir, puisque si tu renforces un peu en bas. Voilà. Vous voyez le niveau de légèreté? Si tu renforces un peu en bas, et c'est fini. On ajoute quelques 2-3 petits fers là. On dit qu'on a renforcé un peu en bas. Et on commence à recruter, à prendre des locataires qui occupent ce cimetière. Ambulant. Et sachant qu'à un moment, moi j'ai même l'impression que les gens ont pris de l'argent dans les sectes pour faire ça. On lui a dit, va construire un truc qui va tomber dans 3 ans. Et qui va tuer des gens. Il faut aussi... Ça fait partie des sacrifices. Il faut aussi visiter cette affaire-là. Et en fin de compte, souvent, on ne vous dit pas ce qu'on a fait du propriétaire.
C'est-à-dire, oui, On n'a jamais pris un propriétaire. on ne vous dit pas, puisque les propriétaires sont souvent de grands argentiers. Pas d'indemnisation. On ne vous dit, indemnisation quoi? On le met à la place publique, on le pend. Il peut remplacer 12 personnes. Merci beaucoup. Ariel Mbem, la situation est donc préoccupante. Apparemment, l'État laisse faire. Entre-temps également, nous-mêmes, aux populations, pour parler comme Blériot, nous vivons dangereusement. Oui, nous vivons dangereusement. Ça me rappelle cette sortie du professeur Achille Mbembe après la mort de Arafat. Didier Arafat, oui. Il dit, en Afrique, chacun choisit de mourir comme il veut. Lui, il avait choisi la moto. Nous, maintenant, incroyable. Ces entrepreneurs maintenant de ces bâtisses, eux, peut-être ils n'ont pas choisi de mourir comme ils veulent, mais ils ont choisi De tuer comme ils veulent. tuer comme Ils veulent. C'est ce qu'on peut dire. Et maintenant, ceux qui viennent maintenant habiter ces immeubles, parfois ne savent pas. Vous avez eu l'intelligence d'aller demander, c'est pas la fiche technique. Si tu pas demandé comme ça, Douala, tu ne vas habiter nulle part. Il n'y a aucune fiche technique là-bas. On connaît cette pression avec l'immobilier au Cameroun, où chacun veut mettre la tête quelque part. Ça devient difficile. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Mais, je sais pas, c'est l'État qui est la première, c'est-à-dire sa première entité à saisir. Et maintenant, notre responsabilité collective est aussi interpellée. Parce que au même moment, le changement peut venir d'en haut. Si l'État décide qu'il faut mettre un terme à un certain nombre de pratiques. Mais nous aussi, il faudrait que collectivement, on peut aussi impulser le changement. Impulser ce changement. Mais là, il faudrait que ce soit une affaire de masse critique pour que ça puisse arriver. Donc, on est tous interpellés. Dans nos quartiers, il y a parfois ces murs. Il y a les bâtiments, bien sûr. Mais si vous descendez là au niveau du nouveau siège de Serra de Tola, il y a une barrière, un mur là qui est penché. J'ai passé là avec une amie qui dit, le mur, c'est un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Et espérons que personne ne sera en train de longer ce mur. Ça, c'est la croyance. Espérons pourquoi? Allons casser le mur. Voilà l'africanerie. Voilà. Espérons que personne ne sera là. Voilà. Alors qu'on doit absolument casser le mur. Alors qu'il faut casser. Il faut casser ce mur. Donc voilà les différences. Il n'y a pas que les bâtiments. Il y a tout ce que nous avons comme bâtisse dans nos villes. Bon, entre-temps, quand même aussi, nous sommes maintenant en train de la responsabilité de l'État, du gouvernement est engagé, je suis d'accord. Mais entre-temps, lorsque certains maires prennent souvent le taureau par les cornes en allant casser dans certains quartiers où les gens ont construit de manière anarchique, on trouve souvent que le maire est méchant, l'État ne protège pas ses populations, et vous voulez qu'on aille manger dans la poubelle, quelqu'un s'est battu à construire le sa maire est petite souvent maison, quand les gens engagent les constructions. Là c'est une autre difficulté que nous avons, mais ça nous interpelle aussi. Le maire qui va détruire ces bâtisses, mais il est dans son droit de le faire parce qu'il protège la population. Entre-temps, pourquoi avoir d'abord laissé de bâtir? Entre-temps, pourquoi avoir laissé? Il y a aussi cette question. Mais entre-temps aussi, celui qui a bâti, ne savait-il pas qu'il était dans une zone... Ça devient une série de questions. Mais la réponse est simple. Oui, Pierre Blériot. Vous avez... Celui qui fait mal fait deux fois. Vous payez mal, vous allez encore payer. Vraiment, l'urgence et autres, il n'y a aucune urgence avec la mort. Si vous êtes... Moi, je suis maire. Qui va même me voter? Je suis maire. Je casse toutes ces choses. Toutes ces choses-là contre vous, pour votre propre sécurité. Il y a des zones inhabitables. Ici, à Yaoundé, à Douala et partout. Inhabitables. Vous voyez les enfants gravir perchés. Allez en Colombie-Son. Mais vous vous demandez, est-ce que vous pensez que Dieu n'a que le Cameroun? Votre pays est devenu un continent, bientôt une galaxie. Dieu a d'autres galaxies dont il doit s'occuper. Vous laissez les choses se détériorer parce que, mon frère disait, bon, il n'est pas responsable. Le mur est penché. Je connais le 10 murs. Et tout le monde espère que le jour où le mur là va tomber, il n'y aura personne à côté.
Vous voyez, bon, mais si Nous sommes dans la foi. Si nous sommes donc dans le foyisme, prenons l'État, remettons-le à Dieu et on tourne le dos. Ce qui nous arrive, nous arrive. On a quand même remis cet État entre les mains de certaines personnes. Merci beaucoup, Pierre Blériot-Niemek. Oui, vraiment, en quelques secondes, moi, j'ai quand même Bébé. envie de questionner, parce que il faut qu'on remarque également qu'il y a une crise du logement au Cameroun. Ouais. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand il y a une crise du logement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On a vu ici des chantiers des camps SIC, de logement pour les pauvres, mais ces logements tombent finalement entre les mains des classes moyennes supérieures. D'ailleurs, on a vu tous les projets du côté d'Olembe et partout, mais ce ne sont jamais les pauvres qui sont vraiment dans la crise du logement qui se retrouvent dans ces appartements. Vous allez voir dans ces appartements ce que vous appelez là des cansiques, en bas des véhicules Prado V8 Exactement. alignés. Ces personnes habitent ces cansiques. Donc, on a une crise qu'on refuse de résoudre et ça me fait Donc, quand qui a voté les gens qui construisent des camps SIG là? Exactement. Donc, Hein? Vous, les camps SIG là, est-ce que c'est pour les pauvres? On vous dit une habitation 28 millions, le pauvre va cotiser 28 millions Voilà. pendant combien de temps dans sa vie? donc on refuse, les Camerounais refusent de prendre leurs responsabilités Très bien. pour, comme j'ai dit, mettre les gens qui se soucient de leurs besoins. En quelques secondes, Rodrigue. En quelques secondes, c'est que je voudrais dire qu'il faut que des actions soient menées pour la réhabilitation de la grandeur de notre nation. C'est une affaire, justement, de la responsabilité collective. Au-delà de ces immeubles, pas faits ici, quand vous marchez à Yaoundé. Mais est-ce que vous ne voyez pas comment les poteaux électriques menacent les vies des gens? D'autres tombent sur les véhicules. C'est-à-dire que le feu rouge vous stoppe. Le poteau vous regarde. Le poteau est au ciel. C'est-à-dire qu'à tout moment, un poteau électrique peut se verser sur Et on vous. dit que tu dois t'arrêter puisque c'est au rouge. Entre Vous temps, êtes ce au rouge. poteau-là incliné sur vous. Le poteau vous fait pression. C'est-à-dire, moindre petit vent, on commence à compter les victimes. Et les prêtres viendront au dire que, comme Dieu nous les a donnés, Dieu les a repris. Que c'est Dieu qui a repris. C'est pour ça qu'il parlait des morts, de la négligence, les morts de la corruption, plusieurs types de morts, et les responsabilités, nous les attribuons à d'autres entités, alors que nous avons une société à bâtir. Le problème, justement, c'est cette affaire de corruption, d'égoïsme et tout, et cet excès de foi. C'est-à-dire, nous, on parle de foi plus que ceux qui ont créé la Bible. Merci et c'est pour beaucoup. ça qu'on pense que, en fait, notre vie peut changer par le miracle. Parce que c'est ça qui est prêché dans plusieurs églises aujourd'hui. Entre 10h et 11h52, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Une touche pour s'impose. La dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse, Info TV. Pierre Blériot-Niemek, en l'absence de Bernardo ce matin, vous allez nous livrer la dénonciation du jour. La dénonciation du jour, je vous ai dit qu'elle m'a inspiré une citation du jour. Elle m'est rapportée par un jeune homme dont l'oncle a gâté les fiançailles. L'histoire, là, voici, c'est que le jeune homme est sorti d'une grande école de formation au Cameroun et il a rencontré sa future épouse, sa fiancée, dans la même école. Sauf que la fiancée avait une année d'avance sur le fiancé. La fiancée est donc sortie avant, ainsi de suite. Ils ont continué leur idylle et ils ont décidé de se marier. Sauf que, n'étant pas de la même tribu, donc de la même langue, au moment d'aller parler à la dot, on a requis les services d'un oncle qui a vécu en Europe. Bien arrogant, avec un caractère bien trempé. Il est arrivé à la dot et il s'est mis à vilipender la belle famille, Oh là là. dont il n'avait pas les bonnes informations. Il leur disait comme quoi leur fils va sauver leur fille, ainsi que dans leur famille, tout le monde a réussi, ainsi de suite. Quand il a fini de dire toutes les pitreries qu'il avait à dire, le chef de famille lui a dit, mon frère, on a compris. Notre fille ne mérite pas votre fils. Donc, c'est terminé. Donc, ils sont rentrés et le chef de famille était très sérieux. Il a dit, avec tout ce que j'ai entendu là, puisque c'est le porte-parole de la famille, notre fille ne peut pas aller dans un mariage, dans une famille aussi arrogante. Ah, ok. Donc, c'est le monsieur qui est venu nous voir. Il est âgé de 35 ans et son épouse de 30 ans. Mais je vous ai fait remarquer qu'elle est sortie de la même école
Une année avant. Avant lui. Donc, la famille de la fille est une famille assez simple, bien éduquée, très distinguée, mais qui s'est retrouvée avec un porte-parole arrogant. Oh là là. Oh là là. Ariel Mbem, une dot qui tourne donc au vinaigre du fait de l'arrogance de celui qui portait la parole. Votre regard? C'est vrai que c'est une histoire qui laisse sans voix. Et on sait généralement que dans des cérémonies pareilles, il y a des concertations avant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des concertations? Alors, il y a une concertation avec le porte-parole de la famille. Oui, et en fait, eux-mêmes ont dit qu'ils ont choisi, le critère qui a déterminé le choix du porte-parole, c'est qu'il parle bien français. Et qu'il sortait de l'Europe. Oui, l'idée était d'épater la belle famille, mais il n'était pas celui qui originellement devait parler. Ouais. Voilà. Je comprends cette situation, mais dans les cas pareils, qu'est-ce qui doit primer dans le choix du porte-parole? Est-ce qu'il s'exprime ou alors est-ce qu'il comprend les enjeux de la famille ou alors est-ce que c'est autant de questionnements. Et en réalité, c'est une question un peu complexe, un peu difficile pour moi, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais maintenant, est-ce qu'on peut réparer cela? Et en changeant de porte-parole, en allant cette fois-ci vers... en allant cette fois-ci... En cherchant notre porte-parole et repartir. Mais c'est compliqué toutefois, parce que je sens que la famille a été, je comprends, la famille a été humiliée. De certaine manière, la famille a été humiliée. La famille de la fille a été blessée, choquée, atteinte dans leur amour propre. Comme dans des situations pareilles, c'est des liens qu'on lie entre deux familles. Tout à fait. Oui, donc, même quand il y a des difficultés, et on peut les taire et essayer de voir comment est-ce qu'on peut y remédier plus tard. D'accord. Volontairement, je vais passer la parole à Pati Bébé tout à l'heure. Hein. Je voudrais d'abord qu'elle écoute ce que pensent les hommes. Alors, Rodrigue Adalbert Rivina, une affaire quand même compliquée, bizarre. C'est-à-dire ce porte-parole d'un autre style qui vient donc gâter le mariage des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, parfait. Ici, il y a un élément qui m'a échappé. Ce porte-parole est bien l'oncle de l'amant. Oui. C'est ça? Voilà. Merci du pour... fiancé. Oui, du fiancé. Du fiancé. Merci pour cette information-là. Je voudrais dire que si le paradis existe réellement, si le paradis est une affaire réelle, beaucoup d'oncles et de tantes ne verront pas le paradis. C'est-à-dire que suite aux injustices et aux douleurs qu'ils infligent aux nièces et puis aux neveux. Parce qu'au-delà même de ce discours-là, parce que est-ce que ce discours n'était pas prémédité? Je voudrais aller plus loin en vous faisant constater que, ici, parfois, la liste de la dot est souvent parfois musclée par des tantes ou par des oncles. Pour bloquer? Qui, de manière indirecte, veulent bloquer ou faire annuler le mariage, veulent décourager même le petit-fils, quelque chose comme ça. Mais maintenant, l'affaire concerne la famille qui veut aller chercher la femme. Et c'est l'oncle qui vient semer le désordre. C'est quand même un problème beaucoup plus profond et sérieux. Et je me dis que de telles cérémonies se préparent toujours à l'avance. Ouais. C'est aussi vrai que la puissance de Dieu réside aussi dans le fait que il nous a caché ce qui nous attend à l'avenir. Parce que vous pouvez choisir quelqu'un, vous dites que cette personne est la bonne pour la circonstance. Alors vous ne maîtrisez pas ses réelles intentions. Voilà, ses réelles intentions. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai souvent eu des problèmes avec des sanctions qui nous viennent souvent de certaines institutions quand on est en plateau. Vous ne pouvez pas aller retirer la parole que quelqu'un a prononcée sur un plateau. Après, on va vous dire que vous n'avez pas bien recadré. Vous n'avez pas. Pourtant, le propos est là, le fait est fait. C'est assorti. C'est assorti, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire contre cela. Donc, quand on vous dit qu'on vous suspend pour un mois ou 2 mois, en tout cas,
Je dis que il y a des faits comme ça là, qui sont difficiles à contrôler. Un oncle comme celui-ci, vous êtes serein. Un oncle bizarre. Vous savez qu'il est habité par une certaine maturité, par une certaine expérience. Alors que lui-même, il est marié. Il est habité par une certaine intelligence. En fait, c'est quelqu'un qui sait quels propos prononcer dans telle ou telle circonstance. C'est pour ça que vous le conduisez. S'il décide de vous abattre en plein vol tel qu'il l'a fait, vraiment, ça reste une situation regrettable. Mais je pense que au nom de l'amour, je crois que notre frère doit entreprendre une autre démarche, mais cette fois-ci avec un autre porte-parole. Et là, il faut qu'il se rassure mieux. Qui se rassure. Alors, Pati Bébé, vous qui êtes justement une dame, au nom justement encore de l'amour que prône Rodrigue sur ce plateau, si vous étiez à la place de cette fille qui voit donc sa dot comme cela voler en éclats, mais vous pouvez quand même aller supplier, peut-être encore, je sais pas, vos parents pour leur dire que non, c'est peut-être une sortie de piste. Alors, que doit faire la jeune dame qui doit être épousée? Moi, je voudrais d'abord dire que voilà encore que on va encore nous dire que nous, les diasporiens, on est trop arrogants. Voilà quelqu'un qui vient encore nous gâter le marché ici au Cameroun. Mais au-delà de ça, j'ai une phrase de mon grand-père. Il a toujours dit, il ne faut jamais changer la première idée parce que la seconde vient du diable et la première vient du cœur et le cœur est attaché au Dieu. Voilà donc. C'est très pertinent. Hein? On a choisi quelqu'un qui devait parler. Tout était arrangé. Mais comme lui n'a pas de joli costume. Comme lui il n'a pas la belle voix pour aller épater, on prend quelqu'un dont on ne connaît pas les intentions, ou alors qui avait de belles intentions, mais qui n'a pas compris l'environnement dans lequel il était. Et on arrive à deux tourtereaux qui sont obligés de rentrer pleurer. Mais si j'étais donc à la place de cette jeune femme, moi je pense que l'amour c'est entre deux personnes. Si ce sont des gens qui sont certains, qui veulent construire, bâtir quelque chose, s'ils s'aiment, et que leur amour vaut la peine de pardonner cette sorte de sortie de piste, cette humiliation dans laquelle cet homme est venu mettre la famille de la jeune femme, il y a encore possibilité de sauver les meubles, et il faut simplement aller vers les parents, en tant que couple d'abord, juste les deux personnes, repartir vers les parents de la jeune fille, demander pardon et ensuite voir dans quelle mesure ils peuvent réorganiser la cérémonie. S'ils ne peuvent pas le faire et qu'ils pensent que le papa est trop carré et qu'ils s'aiment et qu'ils sont en mesure d'assumer leur amour, mais ils peuvent aller se marier sans les parents aussi. Elle vous a dit qu'elle était de la diaspora. Nous sommes en Afrique. Pierre Blériot-Niemek. Et là, je vous appelle justement le sage. Je pense que pour résoudre un tel problème, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Je pense que le jeune homme qui vous a posé le problème, il veut une solution. Oui, que lui proposer? J'ai déjà beaucoup échangé avec lui. Je commence par dire que ce que bébé a dit en chutant, il faut... Bébé. Bébé, moi je l'appelle bébé. Il faut oublier. Il faut d'abord... il faut très vite retirer cette idée-là. Quand vous demandez pardon, restez patient. Sachez que le temps fera son effet. J'ai une dame qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps, elle nous suit. Sa mère ne la prenait plus au téléphone, le problème était très grave. Je lui ai donné une série de conseils qu'elle trouvait durs. Vendredi, elle m'a écrit, Monsieur Niemek, merci. Maman, malgré le temps que ça a pris, a commencé à me prendre au téléphone. La main qui supplie ne se ferme pas. Donc vous n'avez pas un délai à donner à vos parents. Si d'ici fin juillet, vous n'êtes pas prêt à reprendre, à 2 mois se marier, non. Ça c'est que... Bon, mais je vous ai dit, la citation du jour, la parole est chose délicate. Ne la confiez pas à une bouche arrogante. Cette dernière peut détruire une nation. Lorsqu'il arrive qu'on partage la nourriture, laissez les gourmands discuter la nourriture. Lorsque c'est le vin, laissez les ivrognes s'empiffrer. Quand vient le moment de la parole, faites attention. Ne choisissez pas les gens n'importe comment. La langue peut soigner comme elle peut tuer.
Il n'y a donc pas ce genre de critères. C'est mon oncle qui a vécu en France. C'est mon oncle qui passe souvent à la télé. Non. Les actes passés d'un homme doivent indiquer qui il est. Si hier, vous aviez quelqu'un d'injurieux, d'arrogant et autres, vous le choisissez parce qu'il est le plus riche de votre famille pour aller porter votre parole. Sachez qu'il porte la parole avec sa personnalité lui-même. C'est donc le genre de situation qui peut vous arriver. La parole a des pièges, elle a des règles, elle a des critères. Quand on parle, il faut toujours se demander si l'effet de la parole est l'effet que nous recherchons exactement. Vous voyez? En général, on libère la langue pour dire seulement les choses. Et après, le fou dit, je ne savais pas. C'est le fou qui dit, je ne savais pas. Le sage se dit, cette parole que je vais prononcer, quand je vais dire que Rodrigue est de petite taille, est-ce que le retour de quel effet? Cette parole est une chose que je suis prêt à assumer? Même si c'est la vérité. Non, même si c'est la vérité. Vous qui citez souvent les Écritures saintes, on dit, il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui il arrive. Donc il faut remettre la parole aux bouches sages et exercées. Non pas en tant qu'elle prononce des paroles belles du point de vue poétique. Ce qui vient du cœur touche les cœurs. Ce qui sort de la bouche reste au niveau du cerveau. Donc il y a des... Ok, maintenant donc, la solution que le monsieur cherche simplement d'abord à quoi faire, comment demander pardon. Déjà, le couple a eu une très bonne attitude. La famille du monsieur a laissé tous les effets de la dot. Parce que d'autres auraient pu dire que comme la dot s'est gâtée, nous prenons nos choses et nous rentrons. Le fait également que la belle famille ait accepté de garder aussi ses effets, ça montre qu'il y a une ouverture possible. Maintenant, je crois que la belle famille les renvoie à l'école de la vie. Parce que je vous ai dit, c'est une famille raffinée selon ce que le monsieur a dit. Mais si vous parlez ainsi, peut-être que c'est comme ça que votre fils parle aussi à notre fille. Nous, on n'a pas besoin d'un pitre, un bouffon. Ils ont protégé leur fille. Voilà. Ils montrent Oui, c'est une princesse. Si c'est comme ça que vous parlez, alors l'oncle a été informé après que non, mais en fait, la fille dont tu parles là, elle est même plus intelligente que notre fils. Elle est même sortie à l'école avant notre fils. Elle est même... Voilà. Donc, elle n'a pas mis... C'est pas vous qui allez sortir la famille de la misère et autres. Donc, mais le couple doit prendre le temps nécessaire pour laisser la famille... Oui. Bon, on ne leur a pas dit que n'allait plus faire l'amour. La famille n'est pas responsable. Qu'ils continuent d'avoir leur rapport normalement, ainsi de suite. La famille... Et poser des actes de conciliation. Je crois que le beau-père, la belle famille finira par comprendre que cet oncle malveillant qui est venu dans cette troupe-là, il est dangereux. Et que dans la famille de l'homme, on retienne que plus jamais ça. Cet homme ne devra plus jamais porter la parole de qui que ce soit. Merci beaucoup. Vous voyez un peu, ça revient à la question, si vous me permettez, où on regarde encore le mariage comme le fait de sortir une fille d'un statut pour l'installer sur dans beaucoup de familles, c'est comme ça, malheureusement, qu'on regarde. Bonjour. Parfait. Cette dame qui vient de la diaspora, il ne faut pas qu'elle taquine les hommes. Dans beaucoup de cas en Afrique, le mariage est le sauvetage de certaines femmes. C'est nous ici. Beaucoup de femmes sont... Tu rencontres ta camarade, tu lui dis, tu fais quoi? Elle dit, je me suis mariée. Ah, d'accord. Elle a été sauvée. Tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je me suis mariée. C'est donc cet amalgame-là qui peut amener quelqu'un d'aussi arrogant de dire, notre fils, nous on a... On va lire quelques messages de téléspectateurs. Bonjour le panel. Concernant l'histoire, très souvent, nous confondons intelligence et sagesse, d'où les dérives pareilles. Être intelligent n'est pas toujours synonyme d'avoir la sagesse. Par ailleurs, dans nos familles, ceux qui ont fait des études en Occident ont souvent le complexe de supériorité. C'est signé Boris de Zima. Bonjour les démineurs. La dame sur le plateau qui accuse la Nord ne doit pas oublier que certains immeubles ont été bâtis bien longtemps avant la création de cet organisme. C'est lui, Léonard Somono. Autre préoccupation, bonjour cher parfait et à ton riche panel. S'agissant de la dénonciation du jour, je dois être
direct comme l'aîné Blériot Niemek, il y a des mauvais oncles et tantes dans nos familles. Et parfois même, ce genre de personnes appelées oncles et tantes n'ont jamais participé pour ton éducation ou même t'acheter un simple crayon jaune de 25 francs durant ta vie à l'école. Mais dès que la réussite se pointe à l'horizon, ils s'amènent pour dicter leurs lois. En passant, cher parfait, comment se porte le petit Tatango, ton fils? Bonjour spécial à l'aîné Blériot. C'est signé Lionel Dormont de Facebook, Douala Bonabéry. Oh, le petit Tatango se porte comme son papa. Très bien. Il est très fort, hein, très dynamique. Le petit Tatango, il n'a que 8 ans. Il lave déjà ma voiture. Il est très content, le fait. Parfois, nous lavons la voiture ensemble. Donc, je l'ai laissé à la maison. Il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner. D'accord. On va lire un autre message. Bonjour au journaliste le plus talentueux de la SEMAC, l'homme à la voix suave, chromée, le zomblo des zomblos du micro. Vous me réduisez seulement à la SEMAC. Je pensais que ça allait un peu plus haut que ça. Bon, néanmoins. Pour les immeubles au Cameroun, nous convoquerons encore la problématique de la violence, des violents voleurs qui n'arrivent pas à exécuter les marchés, des entrepreneurs véreux et qui ne respectent aucune procédure. C'est Vital Fabrice Tama qui envoie le message. Un autre message, bonjour Perfecto, le modérateur 5G. Ce monsieur, je veux dire l'oncle de la fille, a atteint son objectif. Nos oncles et tantes portent dans leur cœur des rancunes insoupçonnées contre des innocents. Ils voulaient juste se venger des parents de sa nièce. C'est un vendeur depuis Saint-Lima. Je pense qu'il voulait parler des parents de son neveu. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Blériot, je veux juste ton costume s'il te plaît. Pourquoi Blériot lui reste nu corps? Elle peut venir le prendre après l'émission. Bon, viens prendre le costume de Blériot après l'émission. Blériot, je veux juste ton costume. C'est Youssouf depuis Soie qui envoie le message. Je vous amène au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le messie du micro. Votre ancien collaborateur porte-parole du président de la FECAFOOT dit sans le nommer. Oh ben non, moi je vais pas lire ce message. Hein. Bon, il poursuit en disant, la chaîne qui monte et qui monte encore, comme de l'eau bénite sur la tête des possédés. Un bonjour spécial à mon fils Kylian Nathan, ma chérie Marie-Claire Mengue. C'est Jules Hervé Fomant, depuis Bata, en Guinée équatoriale, qui envoie le message. Merci, hein. Autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi, ainsi qu'à tout votre panel. Sincères condoléances. Voilà. C'est le message de quand là? Sincères condoléances. Oui, d'accord. C'est le message d'aujourd'hui. Sincères condoléances à toutes les familles impactées par l'effondrement du bâtiment à Douala. Compte tenu de la problématique sensible sur la construction des bâtiments, je vous suggère d'organiser une émission pédagogique dédiée à ce thème sur la construction des bâtiments selon les règles de l'art. Effectivement. Blériot sait que nous sommes en train d'organiser ce genre d'émission et on devait avoir sur le plateau des architectes, des ingénieurs. D'accord. Il continue en disant, vous pourriez inviter des ingénieurs du génie civil afin d'apporter leur contribution au sujet pour le bien de vos millions de téléspectateurs. Car Info TV est et reste avant tout une chaîne à caractère pédagogique. C'est Yves Ndié, ingénieur en génie civil et hydroélectricité. Merci Yves. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à ton plateau. Blériot est très bien sapé ce matin. Et c'est bien. C'est Jonathan Adouala qui envoie le message. Bonjour le maestro ainsi qu'à mon modèle Blériot. Ce monsieur s'est tourné vers le personnage qu'il pensait être le plus idyllique. Il a cherché Molière en espérant épater la belle famille. Mais il s'est retrouvé le nez éclaté. Il n'a qu'à rentrer s'excuser auprès de celui qui devait de prime abord intercéder. C'est Saker depuis Ankolbiswan. Autre message ce jour. Bonjour, le Zezanga du micro. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, je pense que ce monsieur, c'est un oncle paternel. Parce que les oncles maternels ne dérangent pas.
Bonjour Perfecto, le modérateur le plus choco. La dot devient de plus en plus compliquée dans nos sociétés. Crise de tolérance, orgueil, mépris, exigence outrancière, égoïsme. L'État doit davantage encadrer cette activité. Au regard de la complexité de cette affaire, j'ai retenu que les oncles paternels sont les premiers agitateurs. D'ailleurs, je profite de votre tribune pour dire à ces oncles de ne penser prendre la parole le jour de ma dot. C'est Félix Eningue de mon nom. Ouais, Félix Eningue, tu es terrible. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour et bon début de semaine à toute l'équipe des démineurs. Pour la dénonciation, j'ai envie de dire que toutes les familles ont le conjoint qu'elles méritent. Vous savez, les riches pensent toujours que ceux qui n'ont pas réussi ont échoué parce qu'ils étaient faibles et paresseux. Le plus important à savoir ici, c'est la réaction du fiancé lorsque le porte-parole humiliait sa belle famille. Est-ce qu'il s'est opposé ou bien a-t-il cherché à stopper le porte-parole lorsqu'il humiliait la famille de sa femme? S'il n'a pas stoppé ce porte-parole, ça veut dire qu'il ne sait pas prendre ses responsabilités et qu'il n'a aucun pouvoir contre ce porte-parole. Dans ce cas, la fille doit faire attention à ne pas accepter ce mariage, car si elle continue, malgré ce signe que le bon Dieu lui a montré, elle va regretter. Le porte-parole pourra débarquer un jour à la maison et faire d'elle ce qu'il veut et le mari ne pourra rien faire. Bon, c'est vrai quand même que j'ai pensé à cette question, hein, Pierre Blériot. C'est-à-dire, lorsque ce fameux porte-parole humiliait la belle famille du jeune homme, est-ce que le jeune homme devait prendre ses responsabilités en disant devant tout le monde au porte-parole d'arrêter ça? Bon, vous pouvez comprendre, je ne veux pas le choquer, le jeune homme lui-même, mais quand vous choisissez quelqu'un sur la base de critères qu'il a choisi, cela indique déjà que vous êtes un peu léger vous-même. Et que peut-être même il vous tient quelque part. Oui, donc, oui, vous avez un problème parce que quelqu'un avec... Je vous déclasse mon nom. Non, moi je peux même pas choisir quelqu'un sur cette base-là. Et puis si tu viens avec de mauvaises intentions dans mon affaire, moi j'ai déjà arraché les micros à mes oncles au deuil. Bien sûr. Oui, un oncle se lève au deuil, il avait des problèmes à régler. Il sort du cadre de l'enterrement et comment... Et j'ai arraché le micro, j'ai dit ne retenez rien de ce que ce monsieur vient de dire. Il était mon je lui ai pris le micro. Je lui ai dit, va t'asseoir. Donc on n'a pas retenu ce qu'il avait dit. C'est quand même le mariage. Donc si c'est mon mariage, tu commences à parler comme ça, on te met dehors. Tu deviens personne non grata. Voilà, et donc les choses vont continuer normalement. Sans toi. Oui. Bien le bonjour à vous sur le plateau. Bon début de semaine, El Perfecto. La dénonciation de ce matin, c'est bien fait pour cette famille. Parce que les belles familles qui viennent chercher épouses pensent toujours que ces dernières viennent profiter de leur fils. Des familles imbues de leur avoir. Bref, ça va aller. La famille de la femme doit se dire, il y a des gens comme ça. C'est Hermine Dodja qui envoie le message. Il faut dire que Hermine est l'une des plus fidèles téléspectatrices du programme Espace Mini. Lorsque nous avons dit cela, une touche pour s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder Info TV, 10h, 11h52, c'est l'espace des démineurs. En ouverture de ce programme, je vous faisais comprendre qu'on devait parler de cette situation au niveau de nos morgues. L'angle a été trouvé, l'abandon des corps au niveau de nos morgues au Cameroun. Comment comprendre ce phénomène? Je passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, y a-t-il des raisons qui peuvent amener des individus à abandonner des corps au niveau des morts? Je dois dire qu'au Cameroun, c'est devenu un phénomène de plus en plus régulier. Tel directeur d'hôpital lance un communiqué que dans son établissement hospitalier, il y a 30 corps abandonnés, il y a 100 corps abandonnés. Alors, comment comprendre cet état de choses au Cameroun? Justement, parfait, ici, le directeur de l'hôpital central venait de publier un communiqué. En fait, le professeur Fouda. Des noms, justement, de ces dépouilles qui ont séjourné pendant beaucoup trop longtemps du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Je crois que
la cause de cette situation-là vient déjà d'abord au niveau des familles. Comment est-ce que aujourd'hui les familles s'organisent, n'est-ce pas, à rendre un dernier hommage à leurs proches disparus? Je crois que il faut déjà asseoir une réflexion là à ce niveau, parce que nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons faire les choses au rythme du monde moderne, au rythme des exigences du moment, qui voudrait que dans certaines communautés, on garde les corps. Vous voyez que dans certaines communautés, vraiment, vous décidez là tout de suite, quelques heures après, on a fini avec on vous. procède à l'inhumation et peut-être on reste faire le deuil d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, d'autres communautés pensent que c'est quand on meurt qu'on a besoin de véritables hommages et ils décident justement de garder votre corps à la mort. Le temps de préparer les Le temps de obsèques. préparer les choses, le temps de réunir tout le monde. Mais cette situation que nous déplorons aujourd'hui vient justement du fait que les familles, à leur niveau, peut-être que pendant l'organisation, ou alors les rassemblements, les réunions, en vue de l'inhumation de la personne qui est à la morgue, la famille ne s'entend pas suffisamment. Vous avez un frère qui est en Europe, qui vous dit gardez le corps, j'arrive. Vous avez un oncle qui vous dit que tout doit se... Il y a même des familles où rien ne peut se faire parce que tonton tel n'est pas encore là. Il faut bien l'attendre. Entre-temps, le tonton même, qui est beaucoup plus attaché aux honneurs qu'à accepter les réalités même qui entourent sa vie, à reconnaître que pour le moment, je ne peux pas investir ou alors effectuer des dépenses de telle ou telle ampleur, il ne vous dit rien là-dessus et le corps continue de séjourner là-bas. Mais maintenant qu'il faut régler la facture, vous savez que nous avons levé le corps d'un de nos confrères d'Allemagne, Jean-Jacques Olabébé. Ouais. Je vous dis, au niveau de la mort, c'était difficile. La facture était déjà un peu plus de 500 000. La famille n'ayant pas véritablement de moyens, il fallait procéder aux négociations. On était avec des confrères qui étaient obligés d'aller vers le ministre de la Santé, le ministre de la Santé qui les a renvoyés vers le directeur de l'hôpital central et le directeur de l'hôpital central aussi. Bon, ils ont essayé de revoir le prix, le coût à la baisse. On était sensiblement dans les 170 000, quelque chose comme ça, qu'il fallait réunir donc tout de suite et retirer le corps de Jean-Jacques Olabébé. Donc, il y a des corps comme ça où la facture est déjà à des centaines de mille, peut-être même à des millions, et ça devient un peu plus compliqué pour la Et on famille. finit par abandonner encore. Oui, pour la famille de gérer le dossier. C'est-à-dire, si on vous dit que vous devez donner 2 millions à la mort pour enlever le corps, vous dites peut-être qu'avec les 2 millions, vous pouvez lancer un petit investissement. Ou alors aider la femme, madame qui est restée avec Aider des madame enfants, qui est restée avec les enfants. des orphelins. Donc, Et du coup, vous abandonnez le corps au professeur Fouda, justement, qui est le à mon directeur humble général avis, de l'hôpital à central. mon humble avis, pour moi, la première cause vient des familles, la façon dont les familles s'organisent pour inhumer leurs proches. C'est ça votre première cause, Pierre Bleriot-Niemek, on ne le dira donc jamais assez. Nous avons justement pour prétexte ce matin, le professeur Fouda, qui a fait une sortie. Je dois dire que c'est pas la première, pour dire que venez prendre vos corps. Il y en a déjà un peu trop ici, des corps abandonnés. Oui, on peut catégoriser les différents corps abandonnés. La catégorie qu'a évoquée Rodrigue est la plus représentative. Maintenant, il y a des corps abandonnés du fait des conflits De famille. de famille. Niemek décède, ensuite, il y a une femme qui décide qu'elle va m'enterrer, elle va emmener mon corps. Papa ici dit que ce n'est pas possible. J'étais quand même un très grand ami. On ne peut pas aller enterrer Niemek chez une femme. Le conflit, non? Vraiment. Et puis les frères, bon voilà, j'ai préféré Mais on dit que vous n'étiez qu'un ami. qu'un ami, ainsi de suite. Est-ce que Et vous parfois avez dit qualifié? non, quand je connaissais Niemek, je ne vous voyais même pas, ainsi de suite. Non, je préfère parler, quand je parle d'exemple sur la mort, j'aime souvent citer mon nom. Parce que les gens n'aiment pas trop qu'on les prenne en exemple quand il s'agit de la mort. Donc, moi, comme je suis vendu, c'est mieux qu'on prenne. Donc, il y a ce genre de situation qui constitue une autre catégorie d'abandon de corps.
et donc les corps délictuels. Ça peut être des conflits de famille, ça peut être... Il y a également des corps que l'on retrouve parfois sur la voie publique. Voilà, les corps non identifiés. Non identifiés. Et il y a cette catégorie-là. Mais intéressons-nous à la catégorie qui soulève un problème social, qui est lié au paraître. Lunga dit dans Témoin, moi quand je suis encore en vie, Mbimbamam, l'ossi botissé mon côté, Mbimbamam, l'ossi ouelle mon morgue. Mon corps ne lui mettait pas un costume, ne l'envoyait pas à la morgue. Vous refusez de me soigner quand je suis vivant pour venir cotiser de grandes sommes le jour de ma mort. Bon, je ne suis pas d'accord avec toute la chanson, mais je m'arrête à la morgue. Beaucoup de familles aujourd'hui refusent de vivre leur réalité économique. Comme parfois ici a fait le deuil de son grand frère, c'était grandiose, c'était là-bas. Parfait, mon ami. On va réunir l'argent pour épater aussi Parfait quand il va venir au deuil chez nous. Non, 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 non. Non, non. Non du tout. Et là, vous commencez à voir les gens. Quand il y a mort aujourd'hui, moi, je suis chef de famille. Vous commencez à entendre les bourgandines de la famille dire, les femmes de mauvaise vie, il faut qu'on ait les tissus. C'est-à-dire, on parle de tout. Sauf du corps. Sauf de ce qui est important. On dégage des budgets et puis toutes vos sœurs qui ont fait l'hôtellerie, je ne sais pas ici, on vous sort déjà les factures comme si vous étiez en train, je ne sais pas, d'organiser. Ça part dans tous les sens. Et en général, ceux qui prennent les paroles pour dire ce genre de choses n'ont rien à poser sur la table. Souvent, le plus grand financier, qui n'est peut-être pas très nanti, est mis en minorité. Quand il veut donner des orientations pragmatiques, il est donc mis en minorité, mais personne n'assume les conséquences. Vous voyez donc encore... Et puis il y a d'autres choses. Au village, comme un autre Mebarkone est mort, il faut laisser d'abord que les deux... On enterre tous les Mebarkone, après on va... Est-ce que les autres qui sont morts là-bas vont venir financer votre deuil? Pas du tout. Vous laissez donc des semaines entières s'écouler. Parce qu'il faut d'abord assister au deuil de tel. Non, vraiment, il faut être pragmatique. Chaque famille se connaît. Il n'y a pas à épater les gens qui viennent au deuil. Celui qui veut épater tue aussi sa personne et il fait un grand deuil. Vous n'avez personne à impressionner. Quand votre personne meurt, quelque temps après, vous vous asseyez et vous vous regardez les yeux dans les yeux, la réalité. Pas de fausses promesses. Les choses d'un bengueté, il y a un agent là que j'attends. Non. Il n'y a pas un agent là que tu attends. Est-ce que nous avons les moyens de faire un deuil dans un mois? Le premier problème, c'est la morgue. Puisqu'on va garder ce corps quelque part et il faudra l'en ressortir. Si nous n'avons pas ces moyens, nous enterrons cette personne et nous allons organiser une cérémonie. Ça, c'est pragmatique. Nous enterrons cette personne-là. Et vous voyez des familles terribles. Quelqu'un meurt dans son village. Une famille pauvre enlève le corps du village. Le ramène en ville pour le mettre dans une morgue. Vous demandez, qu'est-ce que les êtres humains cherchent? Et finalement, vous allez même au deuil, on vous dit qu'on n'a même pas vu le corps, c'est-à-dire que le corps a même pourri. Et on a refusé de vous... Vous voyez toute la peine que vous vous êtes donnée à vouloir épater les gens. Maintenant, le corps a même pourri à la morgue parce qu'à la morgue, il y avait des problèmes d'énergie électrique. Vous êtes obligé de bloquer. On dit même que ce n'est pas le vrai corps, que ce sont les pierres qu'il y a dans... Donc, vous voyez comment nous sommes hantés par le paraître. Vous mourrez, le complexe et autres, vous mourrez, il n'y a pas de moyen, parfait ici, on vous enterre. Et s'il y a à donner à manger au village et autres, on programme ces choses calmement. Certaines personnes souvent lui a fait cela. Hein? Ça, c'est... Maintenant, si vous avez les moyens, le dernier cas qui arrive, et Rodrigue avait invoqué cela, c'est le chantage. Très souvent, donc, celui sur qui vous avez beaucoup compté estime que si toutes ces orientations ne sont pas prises en compte, à la dernière minute, il ne donne rien. Il ne vous donne plus rien. Il vous fait du chantage. Vous êtes coincé. Il faut aller le supplier. Il faut aller. Il n'a fait que lui. Il n'y a que lui. C'est pour cela qu'il faut prendre la précaution. Quand quelqu'un commence, moi, avec les grosses promesses. Quand mon homonyme grand-père est mort, je n'avais pas encore de moyens. J'avais un oncle qui a dit qu'il fallait déplacer le deuil du grand-père parce que il était aussi un des fils putatifs de mon grand-père. Je lui ai dit, avant le déplacement, tu déposes l'argent ici. Si l'argent frais n'est pas déposé, on va enterrer à ma date.
et on a enterré à ma date. Après, j'ai découvert qu'il voulait gâter le deuil. Voilà. Il voulait vous humilier. Il voulait m'humilier. J'ai enterré à ma date. Donc, celui qui promet ci ou ça, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On ne fait pas de programme sur ce qu'on n'a pas. Merci beaucoup. Patty Bébé, cette affaire de mort, certaines familles, dans le cadre de certaines familles, on a la nette impression que c'est devenu une affaire du m'as-tu vu. Si votre corps n'a pas séjourné dans une morgue, on a l'impression que ce sera un deuil au rabais. Il faut qu'on dise que la levée de corps est programmée pour tel jour. Ils y sont que la mise en bière. Ils ont la mise en bière. Et il y aura une ambulance, il y aura pas une ambulance, ils ont encore notre mot. Un corbillard. Un corbillard, voilà. ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui Et porte le secret, parfois, le corps met 2, 3, 4 mois à la mort. Là, je vais un peu aller au niveau de la spiritualité. Est-ce qu'on ne dérange même pas celui qui est mort? Vous savez, moi je me pose plutôt la question de savoir quel est le rapport qu'on a à la mort en Afrique, au Cameroun particulièrement. Je me rappelle, il y a encore 20 ans, dans mon village, quand quelqu'un mourait, on l'embaumait. Et on le gardait 2-3 jours, et l'enterrement était organisé. Vous êtes Banen? Je suis Mbamoise d'Ombissa. Voilà. On a encore ces pratiques qui ne sont pas du tout perdues. Mais quelle est donc la substance, quelle est donc la raison qui amène les gens à mettre des corps à la mort pour de nombreux mois, alors qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on veut organiser un grand deuil. La personne qui est morte, on ne la réveille pas. Et lorsque vous allez même regarder les familles qui travestent, moi je dis, c'est une manière de travestir les morts, qui travestissent les morts comme ça, quand cette personne est vivante, c'est des gens qui sont incapables de lever 100 000 francs pour l'aider à monter un projet. J'ai encore à travers la gorge le décès d'une amie qu'on a enterrée tout récemment, qui se battait avec un projet. Et pendant plus d'1 an, nous autres, nous avons essayé de l'épauler, mais elle sort d'une famille qui n'est pas une famille négligeable, mais personne n'a levé le petit doigt. Et à sa mort, j'ai vu le budget, j'ai dit que je n'irai pas à son enterrement. Et tu vois le budget, 25 millions. J'ai dit que je n'irai pas à son 30 millions. enterrement. Et malheureusement, son enterrement est arrivé quand j'étais aussi malade. Donc c'était pour moi une raison de ne pas y aller. Donc le rapport à la mort a perdu, elle va dans tous les sens. Et maintenant, avec la question des morts qui sont abandonnés à la mort, il y a aussi la responsabilité de l'État qu'il faut questionner. L'État est régulateur. Pourquoi il disparaît dans ce cas-là? Parce que si on a, comme M. Niemek a essayé de classifier, il y a des corps non identifiés, des corps abandonnés. Mais en ce moment, il faudra réguler, par exemple, les délais des corps acceptables à la morgue. Donc, côté spirituel, pour chuter là, je pense que le Camerounais, l'Africain a perdu l'essence de la vie, l'essence de la mort. Parce que il ne faut pas qu'on oublie que les morts ne sont pas morts. Il faut apprendre à laisser l'âme se réincarner s'il le faut, ensuite, pour ceux qui pensent qui croient en la réincarnation, ou alors d'aller se reposer. Parce que le fait de traîner quelqu'un lui empêche de se reposer, lui empêche de passer, parce que la mort, on passe juste d'un aspect à un autre. Donc ça lui empêche de continuer sa mission. Et il faut vraiment qu'on se questionne, et l'État, pour le cas du Cameroun, devrait réellement jouer son rôle régulateur, même au niveau des morts, parce qu'à un moment, il faut trancher et il faut permettre aux familles d'avancer. Ariel Mbem, je ne vais pas être l'avocat défenseur de certains centres hospitaliers, mais prenons le cas, par exemple, des corps abandonnés ou bien justement des corps, ce que vous appelez non identifiés. Parfois, il y a dans des hôpitaux qui peuvent prendre la responsabilité avec la collaboration soit des mairies, des autorités administratives, aller les inhumer. Et c'est à ce niveau que vous allez voir une famille bizarre arriver pour dire que non, ils sont déjà venus pour la lever de corps de leurs proches qui étaient abandonnés depuis 8 mois. Quand on leur dit que non, on est enterré, après on va dire non. Il y a eu trafic d'ossements, trafic d'organes, trafic de ceci. On commence à tempêter sur les réseaux sociaux. Je dis vraiment que je ne défends pas les hôpitaux, mais il y a également ces cas. Bien évidemment, il y a ces cas, Monsieur Parfait, ici, qui arrivent. Généralement, ce sont les familles qui sont toujours souvent à la guerre. C'est-à-dire, on regarde, le corps est là, mais on attend juste de communiquer
qui va décider d'aller enterrer ces corps-là pour sortir de l'ornière. Des Sissongo. Oui, des Sissongo, voilà. Des Sissongo. Alors que depuis 8 mois, on n'a vu personne. Alors que depuis des mois, cette famille a été incapable de venir retirer leur corps. Mais moi également, la question profonde, du moins la cause profonde de ce phénomène réside aussi dans nos cultures. Quand on regarde l'anthropologie bantou, pratiquement notre Afrique bantou, jusqu'en Afrique du Sud, le funérail, du moins les obsèques, tout ce qu'il y a comme tourne autour du deuil, c'est un rituel. Un rituel qui a pour objectif d'accompagner le défunt vers l'autre monde. On appelle ça la traversée. Souvent, ça peut durer des jours. 1, 2, 3, jusqu'à 3 jours. Et c'est aussi un moment de reconstitution des groupes sociaux. C'est le moment où la famille, de cette manière, se retrouve, passe par des rites de purification, se réconcilie à travers, c'est-à-dire se réconcilie pour de nouvelles perspectives. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, et c'est une obligation sociale, c'est une obligation morale pour chaque famille. Le problème qui se pose aujourd'hui est qu'il y a une difficulté à concilier ces rituels-là avec les changements sociaux que nous avons aujourd'hui. À l'époque, on était dans un village, tout le monde y était, ou dans les villages voisins, on pouvait se retrouver 2-3 jours. Mais aujourd'hui, avec la grande mobilité, les gens se retrouvent à l'extrême nord, il faut rapatrier le corps vers le village, on se trouve à tel endroit, il faut rapatrier le corps. Et ça pose un problème. Et le problème que c'est, et parmi ces problèmes, Madame Patti a parlé du transvestissement du rapport à la mort. À la mort. Mais aujourd'hui, il faut se faire voir d'une certaine manière, c'est-à-dire mobiliser autant de ressources pour montrer que nous aussi, on est capable d'enterrer nos morts. Et ça devient une sorte de challenge que les familles... Il faut démontrer qu'on est une grande famille. Qu'on est une grande famille. Et entre-temps, le défunt qui est à la mort, et qu'on devait accompagner depuis, est-ce que son esprit y est encore? On s'interroge, on ne sait pas s'il y est encore, mais c'est autant de réalités qui font en sorte que les familles se retrouvent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et surtout même sur des promesses d'argent. Il faut que je pourrais donner dans 2 semaines, tel a dit qu'il pourra donner dans 1 mois. Celui qui est en Europe a dit qu'il va envoyer 5 millions. Non, celui qui est en Europe, même pas envoyé. Attendez-moi, j'arrive. Je prends tout sur moi. Sur moi, je vais demander une permission où je travaille comme ça. Et c'est autant de difficultés. Donc, il y a donc cette réalité qu'il faut ramener nos rituels à notre époque. Très bien. Merci. On va lire quelques préoccupations une fois de plus des téléspectateurs. Il y a même des familles dans certaines régions, ici au Cameroun, car je ne veux pas citer, ou qui vendent les parcelles de terrain pour organiser les obsèques d'un membre parti. Le prétexte est souvent qu'il donne au disparu sa parcelle. Moi, je pense qu'ils veulent seulement faire la fête. La question est celle de savoir s'il y aura encore de terrain pour les vivants restants. C'est Yves Lionel depuis Soie. Belle question. Yves Lionel ne comprend pas que quelqu'un est mort. On va au terrain. Il a mis sa dette. Oui, mais vous lisez ça partout sur Facebook. Terrain en vente, urgence, enterrement, organisation des obsèques. Bonjour à vous sur le plateau et surtout à Blérion Yamek, le sage. Concernant l'effondrement des immeubles dans notre pays, il n'y a que le phénomène de la corruption qui puisse expliquer un tel état de choses. Merci.
Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto. Merci à mon tonton pour la dénonciation. Perfecto. Albert Camus disait les deux charges qui font la grandeur du métier d'écrivain, le service de la vérité et celui de la liberté. Waouh. C'est bien dit, hein? Le service de la vérité et celui de la liberté. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre, tant qu'exaltante. Et pas, il voulait dire exaltante. Hein. Nous devons marcher sur ces deux buts, péniblement, mais résolument certains, quelles que soient nos infirmités personnelles. La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Perfecto, la littérature cesse d'exister tant qu'on ne reconnaît pas aux écrivains la liberté de création et d'écrire sans intimidation. J'avoue que je viens de lire ce message par mégarde. C'est Laurie qui envoie le message. Hein. Il a envoyé le message concernant la jeune dame du côté de la Damawa, la jeune lycéenne qui avait 17 ans, qui a écrit à des cœurs. Bon, je lis donc le message de ce jour de Laurie. Bonjour El Perfecto. Ouah, notre consultant est trop fort. Perfecto. Où est mon Olivia? C'est Loric. Bon début de semaine, les démineurs. Ah, Loric. Olivia est là, mais sauf que ces jours-ci, Olivia présente l'émission avant les démineurs. Bonjour Perfecto, tu es de retour, ça me fait plaisir, car je regarde plus vos émissions, plus la nuit et en journée. Le lundi seulement, car je travaille de mardi à dimanche. Pour la dénonciation, cet oncle ne connaît d'abord rien de la tradition, ni ce qu'on doit dire lors de la dot. Mais Niemek, comment avoir une jeunesse consciente lorsque le jus coûte plus cher que la bière? Orangine à 800, Magnan 500. C'est Rodriguez de Bolova. On lit un autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour monsieur. Je n'oublie pas ceux qui vous accompagnent. Votre sujet est très éducateur, mais je vais vous titiller un peu. Parmi ces morts abandonnés, y a-t-il un musulman parmi? Vous lisez beaucoup, monsieur Niemek, et vous, si vous permettez, je vais vous faire lire certains ouvrages de l'islam pour ce qui est après la mort. Notez bien, je ne vous fais pas des jeux doux pour vous convertir. Des ouvrages en français, bien sûr. Mon nom, c'est Abdoulaye Onana. Merci Abdoulaye, Bléreux attend les ouvrages. Parfait, on dit au quartier qu'il y a des deuils qui réussissent. Gros budget, recherche d'un ou d'une fiancée, lutte politique comme j'ai vu avec le PCRN, qui est venu se livrer à des choses pas très honorantes dans notre village ASE. En tout cas, l'industrie de la mort est un couloir florissant et beaucoup de parents envoient de plus en plus leurs enfants se former dans des morts. L'État et les entrepreneurs de ce secteur ne sont pas prêts de baisser les prix. Vivons seulement et attendons nos tours. Fabio Tama. J'avoue que Fabio, je comprends pas le rapprochement avec le PCRN. Hein? Peut-être que vous avez compris, je n'en sais rien. Non, mais il a dit qu'il y avait un deuil ASE et le PCRN a assisté. Oui, il se mettait en évidence. Monsieur Niemek, la parole est délicate. Il ne faut pas la confier à des bouches arrogantes. Et tu seras, moi j'ai tout compris. Vous avez compris quoi? Incroyable. Il a compris dans je ne suis pas responsable de la compréhension. Je suis responsable de ce que je dis. J'espère que vous avez bien compris vraiment. Bonjour à vous et merci pour l'émission. C'est tout ce qu'il nous a dit. Hein. On prend 2 ou 3 derniers. Alors, bonjour le sac de modérateur. Tous mes tremblements les plus violents. Tu es trop fort, grand frère. Tous tes tremblements les plus violents. Incroyable. Bonjour et bon début de semaine de la part d'un influenceur, Monsieur Kif7. Wonderful. Ça sont vraiment les noms des influenceurs. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour au panel pour la dénonciation.
Je vais y lire beaucoup plus les messages qui ont trait au thème. Pour la thématique des corps abandonnés dans les morts, il y a lieu pour chaque hôpital et par extension pour l'Omine Santé de questionner l'environnement médical du sujet juste avant son décès et son entrée à la morgue. Autrement dit, était-il ou elle alité à l'hôpital avec une bonne assistance familiale avant son décès, ou bien était-on face à un sujet admis aux urgences en catastrophe avant son décès et sa mise à la mort? 2. La situation salariale du membre de la famille qui signe les documents administratifs lors de la mise en morgue du défunt. Une telle étude statistique sur un an permettrait de voir clair dans les difficultés qui émanent des familles. Ce n'est qu'après cela que le management des hôpitaux pourra réduire ce phénomène à sa plus petite expression. C'est Blaise Sida à Yaoundé qui envoie le message. Je voudrais... Il y a Rodrigue Adalbert Vina qui voulait prendre la parole rapidement là. Oui, Rodrigue? Oui, je voudrais rapidement dire que il ne faut pas que les Africains que nous sommes courons vers le sens de la modernité, parfois dangereuse, qui occasionne davantage la mort dans nos vies. Je voudrais prendre un seul exemple concernant les types de morts. Il y a par exemple les morts tragiques. Alors, quelqu'un qui a fait l'accident, ou alors quelqu'un qui a été poignardé, c'est pas ce type de mort-là. Est-ce que vous savez que chez les vrais Africains, il faut des rituels, parce que cela est accompagné d'un esprit avec lequel il faut rompre pour qu'au niveau de la famille, il n'y ait plus ce genre de décès tragique. Ça veut dire des accidents, donc des morts vraiment... On appelle le tcho chez les... Voilà, des morts brutales. Alors, quand ce type de corps, vous prenez ça, et cela est soumis, n'est-ce pas, au respect d'un délai. C'est-à-dire que quand cette mort-là se produit, il faut peut-être 3 jours ou 4 jours. Dans les 4 jours, vous avez déjà fait ces rites-là pour rompre avec l'esprit de mort tragique. Et puis, vous prenez un corps comme celui-là. Vous partez le garder à la morgue pendant 2 jours. Et vous attendez tous les influenceurs dans votre village. Vous attendez tous ceux qui sont les plus importants au niveau de votre famille. En tout cas, famille riche ou famille pauvre, il faut dire aux Africains de manière globale qu'en réalité, il faut qu'on revienne à nos vraies racines. Les Africains ont un rapport, certaines relations avec la mort et des habitudes qui doivent entourer la mort afin d'éviter à l'avenir des situations les plus complexes et les plus difficiles. Merci beaucoup. Ça devait être justement le dernier volet de ma modération ce matin, c'est-à-dire que aller un peu sur le plan spirituel. J'ai commencé à vouloir en parler tout à l'heure. Alors, Pierre Blériot, encore que l'on garde dans une mort pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, sur le plan spirituel justement, est-ce qu'il n'y a pas des influences? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Est-ce que nous ne torturons pas celui qui est parti? Non, mais si celui qui est parti était un vrai initié, il aurait pris lui-même des précautions pour qu'on ne le torture pas. Chez nous, par exemple, les Mbombok, on les enterre immédiatement après leur mort. Immédiatement. On fait les obsèques et on vous manque, voilà, le Mbombok. Et voilà. Si on ne peut pas enterrer immédiatement pour d'autres raisons, moi je ne sais même pas, je vais parler là brutalement de moi pour que ça ne fasse pas long. Ceux qui veulent me voir, qui me voient maintenant. Il n'y a aucun corps à voir le jour de ma mort. Ah bon? Ceux qui veulent me voir. Tu veux nous faire comprendre quoi? Que on ne viendra pas se mettre devant le cercueil? Non, c'est interdit. Pourquoi? Non, je prendrai mes précautions. Je crois que si mes enfants ne sont pas devenus désobéissants, ils appliqueront cela. Ceux qui veulent me voir ont tout le temps de me voir. À la mort, quand je meurs, vous venez pour prendre votre petit bout de pain. Le fait qu'on te voit dans le cercueil, ça change. Vous avez demandé de parler de spiritualité, non? Mais si je vous en parle. Alors, vous croyez que les corps sont... Bon, il y a des faux corps qu'on expose comme ça, tu vois, il y en a même qui bousculent ça, ils passent. Non. Un corps sérieux, vous venez... Nous, quand on était enfants, est-ce que les enfants voyaient les morts? Non. Mais qu'est-ce que c'est que devenu cette affaire? Les gens viennent même avec leur... Ils font le direct. Comme un zoo. Vous voyez, quelqu'un a tenté de faire le direct avec le corps de Cabrel, la mère l'a chassé. On me l'a dit. Oui, non, moi, ceux qui veulent me voir, c'est maintenant. À ma mort, vous ne verrez pas le corps.
C'est aussi simple que ça. Donc les affaires de morgue et autres, si c'est bien organisé, au moins on n'aura pas ce genre de problème. Merci beaucoup. Mais vous voulez seulement témoigner que Niamey véritablement mort. Merci beaucoup. On termine par Pati Bébé. Pati Bébé, déjà en ouvrage? Oui, oui. Pour l'instant, je suis avec Everlasting, qui est sorti en 2020. Mais je suis On peut l'avoir dans quelques manuscrits. Manuscrits, je verrai par rapport au temps ce que je peux mettre dehors encore cette année, si mon emploi du temps me le permet, parce que je veux vraiment sortir quelque chose de bien. Mais sinon, l'année prochaine. Nous essayons de continuer à questionner la société. Je resterai peut-être dans le roman où j'essaierai un essai, mais ce n'est pas encore décidé, en tout cas. Mais ça sera connu le moment venu. Donc, je voudrais dire sur la question de la spiritualité, moi j'ai souvent l'habitude de dire que lorsque je mourrai, si les gens s'amusent à m'acheter des costumes, je n'entrerai pas. Ah bon? C'est quelque chose, moi je suis une princesse initiée, donc c'est des choses, il faut que les gens, et j'en parle souvent avec mes frères, j'en parle avec ma famille. Moi, quand je suis morte, si vous pouvez même me brûler comme on brûle souvent dans certains pays africains, vous le faites. Si je peux être incinéré, vous le faites. Parce que je ne veux pas laisser des charges à ceux qui vont rester, à mes enfants. C'est un truc auquel les parents, chaque parent responsable, chaque parent rationnel, chaque parent qui tient à la spiritualité devrait penser. Il faut arranger sa mort, il faut la préparer. Nous ne devons plus être surpris par la mort, parce que nous sommes appelés à mourir. Je connais des personnes ou des personnalités qui ont creusé eux-mêmes leur caveau. Exactement. Il est encore vivant, lui-même il a creusé sa tombe. C'est une disposition qu'on devrait prendre. Non, vraiment, tu ne vis pas ici. Non, pas dans le sens du caveau. Moi, je ne suis pas dans le sens Moi, je peux creuser. Ce n'est pas tout le monde qui peut creuser. Ah bon? Parce que quand vous creusez... Vous entrez directement. Non, les méchants commencent à vous attaquer plus rapidement. Il faut donc pouvoir tenir. Ils veulent vous précipiter. Je ne parle pas de préparer un caveau, mais je dis préparer sa mort. Ça veut dire qu'il faut préparer sa famille. Ça a été compris. Voilà. Parce que c'est important. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Pierre Blériot, merci à Pati et Bébé. Vous avez eu son ouvrage tout à l'heure. Il est disponible au Cameroun? Il est disponible au Cameroun à la montée Omnisport, la scène littéraire. Oui, la scène littéraire. On la trouve là-bas. On la retrouve également au kiosque du Hilton. Il faut dire que l'image au niveau de la première de couverture me semble un peu bizarre. Je vois une très belle image. Bon, je ne sais pas. Je sais que nous avons un rapport à l'image aussi ici. Merci à Rodrigue Adalbert Evina qui était là ce matin. Merci également à Ariel Mbem. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée tout à l'heure à 12h, à 19h journal en anglais, 20h journal en français, à 21h retrouvez un débat typiquement panafricain avec Stéphane Barga, Ouro Africa, c'est le nom de l'émission. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, mais dans exactement 40 minutes, vous allez retrouver nos Amazones qui sont sans doute les plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?